Bonjour et bienvenue à la septième partie d'une série de vidéos où j'enseigne l'unité des équations et des fonctions quadratiques. Cette unité fait partie du cours de mathématiques 20-1 dans le cadre du programme curriculaire de la province de l'Alberta. Alors, ce thème-ci, euh, qui a à faire plutôt avec comment utiliser les fonctions quadratiques pour modéliser des situations ou des problèmes contextualisés. Alors en fait, on a appris tous ces trucs-là par rapport aux fonctions quadratiques, comment déterminer les racines, tout ça. Et bien tout ça, en fait, c'est quand même des choses qui sont utiles dans la vraie vie. Alors, on commence par exemple avec ce genre de questions. Alors ici, on te demande la longueur d'un champ est 20 mètres inférieure à sa largeur. Alors voici ton champ. Ok. Alors la longueur de ce champ, alors la longueur est 20 mètres inférieure à sa largeur. Alors disons par exemple que la largeur du champ est de x. Si la largeur du champ est x, eh bien la longueur c'est 20 mètres de moins. Ça veut dire x moins 20. X moins 20. Si l'aire du champ est de 6000 mètres carrés, trouver les dimensions. Alors là, en fait, on te demande juste de déterminer la longueur et la largeur du champ, sachant que son aire est de 6000 mètres carrés, que la longueur est de x et que la largeur, non, désolé, la largeur est x et la longueur est x moins 20, car 20 mètres inférieur ou 20 mètres de moins que x. Alors on sait que pour ce qui est d'un aire rectangulaire comme ceci, la largeur fois la longueur nous donnerait l'aire. Et en fait alors x fois x moins 20 nous donne 6000. Et c'est ce qu'on a fait ici. X fois x moins 20 nous donne 6000. Je distribue le x, alors x carré moins 20x est égal à 6000. Alors là en fait on est en train d'essayer de déterminer la valeur de x ici qui ferait de sorte que ce rectangle ait une aire de 6000 mètres carrés. Alors pour résoudre ça, on va soustraire le 6000, l'amener de ce côté-là, et voilà, tout ceci égale 0. Et lorsqu'on a quelque chose comme ça, bien sûr, comme on avait vu dans toutes les vidéos précédentes, ça veut dire qu'il faut déterminer les valeurs de x lorsque y est égal à 0. Pour faire ça, alors soit on regarde ça et on essaye de factoriser, mais vous savez quoi, aussitôt qu'on a des gros chiffres comme ça, 6000, alors deux chiffres qui multiplient ensemble nous donnent 6000 et qui ont une somme de moins 20, alors vraiment ce serait beaucoup plus simple d'utiliser la formule quadratique. On utilise la formule quadratique, alors moins 20, ce qui nous donne 20, plus ou moins la racine carrée de b au carré, qui est 400, car 20 exposant 2 nous donne 400, moins le produit de 4 fois a fois c, 4 fois 1 fois moins 6000. Alors mon discriminant ici est égal à 24 400, ce qui me dit que je vais avoir deux réponses, car le discriminant est plus grand que 0, il est positif. Alors 20 plus la racine carrée de ceci, et 20 moins la racine carrée de ceci. N'oubliez pas de diviser bien sûr par 2. Alors la racine carrée de 24 400 nous donne une valeur arrondie de 156,205. Alors je fais 20 plus 156,205 divisé par 2 qui me donne 88,1025. Et je fais 20 moins 156,205 divisé par 2 qui me donne moins 68,1025. Mais là on a deux réponses possibles. On a 88,1025 et moins 68,1025. Lequel choisir? Eh bien, il faut penser à la question. Il faut penser à cette question et qu'est-ce qu'elle nous demande? Et que sont les situations? Et est-ce qu'il y aurait peut-être des restrictions par rapport aux valeurs possibles de x? Alors, en regardant mes réponses, je vois que j'en ai une qui est positive et l'autre qui est négative. Est-ce que ça a du sens dans ce contexte d'avoir une longueur de champ, une largeur de champ qui est négative? Eh bien, la réponse c'est non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens que d'avoir une longueur négative. Ici, ça n'a rien à faire avec les vecteurs et les trucs comme ça qu'on voit en physique. Ça n'a rien à faire avec ça. C'est vraiment, est-il possible d'avoir une largeur négative? Et la réponse est non. Et alors, on ignore ce nombre-là car c'est un nombre négatif. Ça n'a pas de sens. Alors on choisit celui qui est positif. Alors, la largeur
est égal à 88.1025, ce qui fait que la longueur serait égale à ce chiffre-là, 88.1025, moins 20, ce qui nous donne 68.1025. Et après, ce que j'aime faire, c'est que j'aime vérifier si ma réponse est bien. Alors on avait dit que la largeur, elle était 88.1025 et la longueur, elle était ça, moins 20. Et voilà. Alors 88.1025 est la largeur, ceci serait la longueur. Le produit des deux, effectivement, ça me donne 6000.000. Je sais qu'il y a un 506 ici, mais cette petite erreur vient du fait que j'ai arrondi. J'avais arrondi ici, n'est-ce pas? Si j'avais utilisé une valeur exacte, alors la racine carrée de 24 400 et tout ça, si je mets tout ça sous forme de valeur exacte dans la calculatrice, là je ne vais pas avoir de décimal, de nombre décimal comme ça. Alors oui, on voit que cette réponse, elle est bien. On passe au deuxième exemple. Alors ici, je vous demande, on te dit, alors, voici la fonction, elle décrit la hauteur d'un objet en mètres au-dessus du sol lié au temps en secondes. Quand est-ce que l'objet frappe le sol ou quand est-ce qu'il atteint le sol? Quand est-ce qu'il entre en contact avec le sol? Quand est-ce qu'il entre en contact avec le sol? Ça, c'est un morceau d'information. On te donne quelque chose ici. Lorsque l'objet entre en contact avec le sol, ceci veut dire que la hauteur est de 0. Alors en fait, on te demande à quoi, lorsque ceci est égal à 0, à quel temps est-ce que ceci se passe? Alors que sont les temps où cet objet a une hauteur de 0? Ça veut dire qu'il faut tout simplement déterminer les racines, les abscisses à l'origine ou les zéros de cette fonction. Alors, j'ai ma fonction, je viens de comprendre que la hauteur c'est 0, alors je veux le temps lorsque la hauteur est 0, alors je vais commencer en factorisant. Peut-être que ceci est une fonction quadratique que je vais pouvoir factoriser et pour laquelle je vais pouvoir déterminer une réponse en utilisant la factorisation au lieu d'utiliser la formule quadratique. Et d'ailleurs, au lieu d'utiliser la calculatrice graphique, et même au lieu de la prendre, la convertir à la forme canonique, et à partir de la forme canonique, déterminer les racines, les réponses de cette équation. Alors, ce que je viens de vous dire là, c'était ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente, où on prenait la forme générale, on convertissait à la forme canonique, et ensuite on utilisait la forme canonique pour déterminer les deux racines. Alors, voici, désolé, voici ma forme générale. Je factorise le négatif parce que je préfère factoriser, je préfère travailler avec un trinôme où la valeur de a est positive. Alors j'ai factorisé le négatif, ceci laisse derrière 5t au carré moins 9t moins 2. Alors ici, pour factoriser un trinôme où a n'est pas égal à 1, je cherche deux chiffres qui ont comme produit le produit de 5 et moins 2, qui est moins 10, et qui ont comme somme moins 9. Alors deux nombres qui, lorsque multipliés ensemble, donnent moins 10, mais ont moins 9 comme somme. Eh bien ces deux nombres-là sont moins 10 et 1. Car moins 10 fois 1 me donne moins 10 plus 1 me donne moins 9t. Une fois que j'ai déterminé ces deux nombres-là, je sépare moins 9t en ces deux. Okay, alors le moins 9t, il devient ces deux nombres-là, il devient moins 10t et il devient plus 1t. Et ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien regrouper les deux premiers termes ensemble de manière à ce qu'ils partagent un facteur commun. Alors, le moins 9t qui s'est séparé en moins 10t, le moins 10t, je vais le mettre avec mon 5t au carré, parce que je sais que 10 et 5 partagent un facteur commun. Le 1t, je le laisse alors avec le moins 2. Et ensuite, je factorise en regroupant. Alors, le plus grand facteur commun dans ces deux premiers termes, c'est 5t, ce qui laisse derrière t-2. Le plus grand facteur commun ici, c'est tout simplement 1, ce qui évidemment laisse derrière t-2. Je vois mes deux termes, je vois ça c'est deux termes, ça c'est un premier terme et un deuxième terme, alors en fait j'ai un binôme ici, et je vois que dans ces deux, t-2 répète deux fois. Alors celui-là,
et le plus grand facteur commun, je le sors de chaque terme, ce qui laisse derrière 5t pour le premier terme et 1 pour le deuxième terme. Voici mes facteurs. Alors là, je viens de factoriser ceci. Et alors, ceci est égal à 0 lorsque ce premier facteur est égal à 0. Eh bien, ce premier facteur est égal à 0. 5t plus 1 est égal à 0. Lorsque 5t est égal à moins 1, ce qui se passe lorsque t est égal à moins 1 sur 5, n'est-ce pas? Alors j'ai divisé par 5 de chaque côté. Alors voici une première réponse possible, t est égal à moins 1 sur 5. La deuxième réponse possible vient de ce deuxième facteur, t moins 2 est égal à 0. Ceci est possible lorsque t est égal à 2. Alors en fait, je vois que j'ai deux réponses possibles. J'ai un temps de 2 secondes et j'ai un temps de moins 0,2 secondes, c'est-à-dire moins 1 sur 5. Alors lorsqu'on y pense, comme la question d'avant, où on avait un nombre négatif qui n'avait aucun sens, est-ce que ça a du sens d'avoir un temps qui est négatif? La réponse, bien sûr, évidemment, c'est non. Le temps ne peut pas être négatif. Et c'est ce que je vous indique ici. Je ne sais pas si vous le voyez, mais je dis ignorer car négatif. Alors, il faut penser à ça. Alors, non seulement y a-t-il l'étape où il faut déterminer les racines, mais il y a cette étape additionnelle à la fin où il faut analyser les racines et voir si elles ont du sens par rapport au contexte de la situation. Alors ceci n'a pas de sens. Ici c'est un objet, la hauteur d'un objet, où t c'est le temps. Le temps ne peut surtout pas être négatif. Alors on ignore cette réponse négative et on regarde seulement celle qui est positive. T est égal à 2. Alors la réponse ici c'est t égale 2. Maintenant si je mettais cette équation sur la calculatrice, alors on va voir les deux racines. Les voici. Alors peut-être que je vais changer la fenêtre pour mieux voir. Je vais peut-être changer ma valeur de x minimale à moins 5 et ma valeur de x maximale à 5. Voilà. Alors je vois en fait que oui, j'ai la racine ici qui est négative. En fait, vous savez quoi, je vais augmenter ça encore un petit peu plus pour pouvoir mieux voir sur la vidéo. Voilà. Alors là, je vois, oui, j'ai la racine qui est négative, et ça n'a pas de sens. Alors en fait, dans ce contexte, dans cette situation, ce qui se passe en fait, c'est que l'objet, il a une hauteur initiale. L'objet, il a une hauteur initiale parce que il part d'ici, de l'ordonnée à l'origine, il a une ordonnée à l'origine, il commence déjà à une hauteur, il monte et il redescend et il touche au sol après 2 secondes. Car la racine ici, elle est de 2 secondes. Okay. Cette hauteur initiale, on peut la déterminer en sachant que l'ordonnée à l'origine se passe lorsque x est égal à 0. Alors je fais second trace non pas de 0, un value. Lorsque x est égal à 0, quelle est la valeur y? Cette valeur y est de 2. Alors ça veut dire en fait que mon objet, il avait une hauteur initiale de 2 lorsque le temps était 0. L'objet, il est monté, il est descendu, il est retombé au sol après 2 secondes de voyage. Et en fait, je viens de répondre à la prochaine question. Quelle était la hauteur initiale de l'objet? Et voilà, la hauteur initiale, c'est lorsque t est égal à 0. Algébriquement, ceci veut dire qu'à la place de t, je mets 0 dans l'équation. Alors 0 à la place de t, 0. Alors 0 exposant 2, ben, ce terme-là devient 0. 9 fois 0 devient 0. Et alors, plus 2 serait la hauteur initiale. Dans le prochain exemple ici, une photo qui mesure 10 cm par 5 cm doit être entourée par une natte. Alors voici notre photo qui mesure 5 cm par 10 cm. Elle doit être entourée par une natte. Alors on met une natte autour là. La largeur de la natte est la même sur tous les côtés. La largeur de la natte est la même sur tous les côtés. Ça veut dire que ici c'est x, ici c'est x, ici c'est x et ici c'est x. Si l'aire de la natte est 2 fois l'aire de la photo,
quelle est la largeur de la natte? Alors il faut y penser là. Et c'est ça. Alors là la chose qui va être difficile avec ce genre de questions, c'est d'arriver à la fonction quadratique qui modélise cette situation. C'est ça la chose la plus difficile ici. Euh, alors là, ça c'est quelque chose que techniquement je ne peux pas vraiment vous enseigner. Ça vient avec la logique, avec la pratique, euh, mais quelque chose qu'on ne peut pas mémoriser car cette situation-là, elle change. On peut vous donner un montant innombrable de telles situations où il va falloir utiliser des formules quadratiques. Et là, tu ne vas pas aller essayer de mémoriser le genre d'équation quadratique qui va avec tout type de situation. Alors là, c'est vraiment juste de prendre son temps, de penser à ce que l'information que nous donne cette question et ensuite d'essayer d'en créer la formule quadratique, l'équation quadratique. Alors, si l'aire de la natte est deux fois l'aire de la photo, quelle est la largeur de la natte? Alors, l'aire de la photo, ben, c'est 50, car 10 fois 5, c'est 50. Alors, je m'attends à ce que la natte, l'aire de cette natte, soit 2 fois 50, ce qui est 100. Alors, je sais que la largeur, ou la hauteur fois la longueur, longueur fois largeur de la natte, va me donner 100, ce qui est deux fois l'aire de la photo. Maintenant, la longueur de la natte, eh bien cette longueur-là, on sait que ici cette partie c'est un x, cette partie-là c'est un autre x, et cette longueur ici jusqu'ici c'est 5. Alors x plus 5 plus x me donne la longueur de la natte, 2x plus 5. Je fais la même chose avec la largeur, x plus 10 plus x me donne alors 2x plus 10. Alors 2x plus 10 serait la longueur de la natte. Si j'ai dit ici c'était la largeur, alors celle-là serait la longueur. Ça veut dire la longueur fois la largeur doit me donner 100. 100, ce qui est parce que, à cause du fait qu'on te dit ici l'aire de la natte est deux fois l'aire de la photo. L'aire de la photo était 50. 50 fois 2 te donne l'aire de la natte. Alors 2x plus 5 fois 2x plus 10 me donne 100. Alors, voici l'équation quadratique. Voilà. Et après là, c'est vraiment juste de résoudre cette équation. Maintenant, résoudre cette équation veut juste dire convertir cette équation à forme générale et ensuite soit factorise ou utilise la formule quadratique pour déterminer les racines de x. Alors je distribue, je développe cette équation. Alors 2x fois 2x me donne 4x carré. 2x fois 5 me donne 10x. 10 fois 2x me donne 20x. Et 10 fois 5 me donne plus 50. Ceci égale 100. J'amène le 100 de l'autre côté ici, tout en mettant les termes semblables ensemble. 10x plus 20x me donne 30x. Ici j'avais auparavant 50, mais je soustrais le 100 pour l'amener de l'autre côté. 50 moins 100 me donne moins 50. Voici mon équation quadratique sous forme générale. Alors voici le trinôme égale 0. Et bien là, à ce point-ci, soit tu essayes de factoriser, mais pour dire la vérité, ce serait bien plus simple d'utiliser la formule quadratique. Parce que là, on n'a vraiment pas envie d'avoir un casse-tête à essayer de déterminer que sont les deux nombres qui, lorsque multipliés ensemble, nous donnent moins de 100 et qui ont 30 comme somme. Alors là, on ne veut vraiment pas passer du temps à faire ça. Alors la méthode la plus rapide ici serait d'utiliser la formule quadratique. Alors j'utilise la formule quadratique, la valeur de A est de 4, la valeur de B est 30 et la valeur de C est moins 50. Alors voici la formule quadratique, moins 30 plus moins racine carrée de 1700 sur 8, et alors ça veut dire que j'ai deux réponses potentielles. Alors j'ai moins 30 plus racine carrée de 1700 sur 8, et j'ai moins 30 moins racine carrée de 1700 sur 8. Et c'est ce que je fais ici dans ces deux-là. Alors moins 30 plus, ben, là j'ai mis une valeur arrondie, et ici aussi j'ai mis la valeur arrondie de la racine carrée de 1700. Alors, la valeur de x, soit elle est 1.40388, ou soit elle est moins 8.903. La valeur de x, moins 8.903. Alors, on va regarder notre situation. La valeur de x qui serait moins 8.903. Déjà, lorsqu'on regarde la longueur
de ceci. Moins 8.903 et moins 8.903 et ensuite avec un 10. Mais là, ça nous donnerait une réponse négative, n'est-ce pas? Euh, on aurait, on aurait moins 8.903. Alors pour ce qui est de la longueur, alors 2x plus 10, alors cette longueur, alors x fois 2 plus 10. Ça nous donnerait une longueur pour la natte qui est moins 7.806, ce qui n'a aucun sens dans cette situation. Lorsque déjà on regarde ici, on voit que la largeur de la photo, elle est de 10. Alors, c'est comme ça qu'il faut s'apercevoir. Alors, encore une fois, ici, on va ignorer cette valeur négative car elle n'a aucun sens dans le contexte de cette question. On va avec la valeur positive. Alors, on utilise cette valeur positive. Alors, lorsque x est égal à 1.40388, eh bien, la longueur ici, ou la largeur, je ne me souviens plus de laquelle c'était, mais cette longueur ici, de x plus 10, eh bien, 2 fois la valeur x, plus 10, nous donne 12.80776. Et la hauteur, ou la largeur, ou quoi que ce soit, 2x plus 5, eh bien, 2 fois 1.40388, cette réponse plus 5 nous donne 7.80776. Et là, ce que j'aime bien faire, pas ce que j'aime bien faire, mais ce que je vous recommande de faire aussi, c'est de vérifier votre réponse. Techniquement, cette longueur et cette largeur, leur produit doit être de 100, n'est-ce pas? On vous avait dit que l'aire de cette natte doit être 2 fois l'aire de la photo. Alors on va voir, est-ce que 7.80776, qui est bien sûr une valeur arrondie, fois 12.80776, aussi une valeur arrondie, est-ce que ces valeurs vont nous donner une réponse qui est plus ou moins proche à 100? Et oui, c'est une réponse qui est très 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 près de 100. Encore une fois, la raison pour laquelle elle n'est pas exactement 100, c'est parce que ici, j'avais arrondi et je n'ai pas utilisé la valeur exacte. Okay? Et c'est ce qui nous donne cette toute petite erreur, mais bien sûr, évidemment, ça c'est clairement un 100. Alors voilà la réponse pour cette question. Euh, Normalement, alors vous avez un devoir, mais je pense que je vais passer, dans cette vidéo, je pense que je vais passer directement aux 6 prochaines questions du thème prochain, ou 6 prochains exemples. Alors ici, ces exemples-là ont à faire avec des maximums et des minimums. Alors en fait, c'est des problèmes de mots. Euh, Encore une fois, la chose la plus difficile à faire dans ce genre de situation, c'est vraiment juste de pouvoir créer l'équation de départ ou les équations de départ. Parce que comme on va réaliser, en fait, on va avoir un système d'équations. Alors souvenez-vous, en 10e année, on avait vu l'unité des systèmes d'équations et comment résoudre deux systèmes. Eh bien, c'est la même idée ici. Alors on va voir comment est-ce qu'on va résoudre un système d'équations. Alors, la somme de deux numéros est 50. Alors déjà ça veut dire a plus b égale 50. Voilà. La somme de leurs carrés est un minimum. Alors on veut choisir deux numéros qui nous donnent 50, mais où la somme de leurs carrés doit être un minimum. Eh bien ça veut dire le carré du premier plus le carré du deuxième nous donne y que j'identifie ici comme étant la somme de leurs carrés. Et je veux que cette somme-là soit un minimum. Trouvez les nombres. J'ai une première équation, j'ai une deuxième équation. Aussitôt qu'on a deux équations comme ça c'est un système d'équations. Alors, les deux équations ont deux variables inconnues. Et comme on avait vu en maths 10, alors soit on se débarrasse d'une variable en faisant l'élimination, ou on résout le système en utilisant la substitution, c'est-à-dire on manipule une des équations et on la substitue. Alors a par exemple, ici on a fait 50 moins b, alors a est égal à 50 moins b, et on substitue 50 moins b à la place de a dans la deuxième équation. Et en fait, c'est la substitution qui va marcher ici, et non l'élimination. L'élimination en maths 10 marchait parce qu'on travaillait avec des systèmes d'équations linéaires
où les équations avaient un degré de 1. Et là, alors, on pouvait éliminer des variables l'une avec l'autre. Car, encore une fois, le degré des équations était 1. Mais ici, aussitôt que, regarde, on a une équation qui a un degré de 1, l'autre qui a un degré de 2, ceci n'est plus possible. Il faut résoudre ces équations en utilisant la substitution. Encore une fois, la substitution veut dire prendre une équation, isoler pour une variable dans cette équation et prendre ça et la substituer dans la variable dans l'autre équation. Alors ce qu'on a fait ici, on a isolé pour A est égal à 50 moins B, et on prend ce 50 moins B qui est égal à A, et on le met à la place du A dans la deuxième équation. Ce qui nous donne alors 50 moins B, exposant 2, plus B au carré, égale Y, qui est la somme de leurs carrés, et on veut que cette somme-là soit un minimum. Et alors, on développe cette équation. 50 moins B exposant 2 veut dire 50 moins B fois 50 moins B. 50 fois 50, 2500. 50 fois moins B nous donne moins 50B. Et moins B fois 50 nous donne un autre moins 50B, ce qui nous donne moins 100B. Moins B fois moins B nous donne B au carré. On a un B au carré ici, et en fait on a le B au carré ici aussi. Alors ce qui nous donne 2B au carré, moins 100B plus 2500. Alors, à ce point-ci, il y a plusieurs façons de résoudre ce genre de questions. La première façon, alors soit tu vas factoriser et tu vas déterminer euh, les facteurs de l'équation pour ensuite déterminer les racines. Ça, c'était la première façon. La deuxième façon serait d'utiliser la calculatrice graphique et de déterminer où se trouve le sommet. Parce que là, ici, alors la somme de leurs carrés est un minimum. Alors en fait, on cherche où se trouve ce sommet qui apparemment est un minimum. Parce qu'on a ici une fonction quadratique où y c'est la somme de leurs carrés. Et alors on cherche le point minimal de y. Alors ça, c'était la deuxième façon. Alors on peut utiliser la calculatrice graphique. Ou une fois qu'on a, dans la première façon, une fois qu'on avait déterminé les racines, parce qu'en fait, je n'avais pas terminé là quand j'avais dit qu'on factorise l'équation. Alors, on factorise l'équation, on détermine les racines, et ensuite on détermine la moyenne des racines, ce qui est l'axe de symétrie. L'axe de symétrie correspond à la valeur x du sommet. Cette valeur x du sommet, on la prend et on la substitue à la place de b pour déterminer la valeur minimale du sommet. Alors ça c'est une autre façon de résoudre ce genre de questions. L'autre façon en fait aurait été de prendre cette forme générale et de la convertir à la forme canonique. Parce qu'en faisant ceci, à partir de la forme canonique, on peut identifier les coordonnées du sommet tout simplement en regardant l'équation de forme canonique. Alors comme vous voyez, il y a plusieurs différentes façons d'arriver à la réponse. Pour ne pas prendre trop de temps à répondre à tout ce genre de questions, à passer à travers toutes ces démarches et faire tout ça, j'ai décidé plutôt d'utiliser la calculatrice graphique. Alors, utiliser la calculatrice graphique pour déterminer où est ce point qui apparemment devrait être un point minimal. Alors, je sors la calculatrice graphique, je mets l'équation de x carré moins 100x plus 2500. J'appuie sur le bouton Graph et je vois absolument rien. Et c'est parce que, en fait, la parabole, regardez, il y a une ordonnée à l'origine de 2500. Alors, en fait, cette parabole-là, elle semble avoir des très grands chiffres. Alors, ce que je vais faire, peut-être que ça va marcher ici. Je vais aller dans Zoom. Alors, j'appuie sur le bouton Zoom et je vais aller dans Zoom Fit. Peut-être que ça va marcher. On espère, on croise les doigts que ça marche. Bon, ça aide pas trop. Ça aide pas trop les choses. Alors, en fait, ce que je vais faire, alors je vais aller dans Window. Je vais aller dans Window. Et je vais changer toutes ces valeurs-là. Alors en fait ce que je vais faire,
puisque toutes mes valeurs semblent être différentes, je vais retourner à zoom, je vais remettre ça à zoom standard. Zoom standard. Bon, alors là, comme on voit, en fait, comme on voit, on ne voit rien. Alors je vais retourner dans Window et je vais peut-être changer. Alors disons qu'on va changer ma valeur de x maximale à moins 100 et valeur de x maximale à 100. C'est ce que je vais faire. Et ensuite, pour la valeur minimale, alors comme on vient de le voir là, on va avoir une ordonnée à l'origine ici de 2500. Alors là, on a vraiment affaire avec des chiffres qui sont très grands. Ici, des chiffres qui sont vraiment vachement grands. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être changer ça à moins 10 000 et la valeur de y maximale à 10 000. Et voilà. Alors en fait, voici ma fenêtre encore une nouvelle fois. Alors la valeur de x maximale, qui est à la valeur à gauche, de moins 100, la valeur de x... Oh, est-ce que j'ai dit x maximale? Désolé. X minimal, la valeur de x minimale est moins 100, la valeur de x maximale est 100, la valeur de y maximale est 10 000, tandis que la valeur y minimale est moins 10 000. Alors tout ce que j'ai fait vraiment, c'est que j'ai augmenté tout ce que je peux voir. Et effectivement, je vois que j'ai une valeur minimale ici qui va se passer à ce sommet. Pour déterminer les coordonnées de mon sommet, je fais second trace et je vais aller à minimum, puisque encore une fois, c'était minimum. Left bound, je choisis un point à gauche de mon sommet, enter. Je vais vers la droite, je passe le sommet et je choisis un point à droite du sommet. Enter une deuxième fois, enter une troisième fois. Et voilà, on a alors, lorsque x est égal à 25, y, qui est la somme de leurs carrés, est égal à 1250. Alors, la somme de leurs carrés est un minimum, 1250. Oh, dommage, ça s'est débarrassé de ça. Tiens, on va le refaire. Second trace, minimum, un négatif ici, left bound ici, right bound ici, enter une troisième fois. Alors voilà, ok, voilà, 25. Alors lorsque la valeur de x est 25, on a une valeur minimale de 1250 pour la somme de leurs carrés. C'est-à-dire que lorsque b est égal à 25, on a cette valeur minimale. Ça veut dire que si b est égal à 25, a aussi serait égal à 25, puisque la somme des deux est de 50. Alors voilà. Numéro 2. Alors trouver deux nombres dont la différence est de 8. Alors a moins b égale 8, très facile. Et le produit est un minimum. Ça veut dire a fois b nous donne y qui est le produit minimum. C'est ce que je vous fais ici, je vous identifie ça comme étant le produit minimum. Ok, alors je prends la première équation, a moins b égale à 8, et je vais la substituer dans ma deuxième équation. Alors j'isole a est égal à 8 plus b, je prends ce 8 plus b et je le place à la place du a dans la deuxième équation. Alors à la place du a, voici mon 8 plus b, voici le b, égal à y, qui encore une fois est le produit minimal. B fois 8 me donne 8b, b fois b me donne b au carré. Ici, alors il y a plusieurs choses à faire. Alors encore une fois, je vous en ai parlé en haut, mais ce que je peux faire ici, c'est de déterminer des racines en factorisant. Alors mes racines, tout simplement, tout vite, en regardant ça, en fait en regardant celui-là, mes racines vont être 0 et 8. Non, moins 8. Mes racines vont être 0 et moins 8, car 8 plus b, lorsque ceci est égal à 0, b égale à moins 8. Et lorsque mes racines sont 0 et moins 8, eh bien l'axe de symétrie se trouve à mi-chemin entre les deux. Alors à mi-chemin entre 0 et moins 8, eh bien c'est moins 4. Moins 4 serait la valeur x de mon sommet. Je mets ici alors la valeur x, la valeur de b qui est moins 4. Moins 4 exposant 2 me donne 16. 16 plus le produit de 8 moins 4, 8 fois moins 4 qui est moins 32. 16 moins 32 me donne moins 16, ce qui est le produit minimal.
Alors j'obtiens, en fait, alors là je viens tout juste de le faire comme ça, dans ma tête. Euh, tout ce que j'ai fait, c'est que j'avais factorisé ceci, et j'avais déterminé les racines, et j'avais déterminé que mon axe de symétrie se passe à mi-chemin entre mes racines. Ce point de mi-chemin, c'est un moins 4, et qui nous donnait un produit minimal de moins 16. Et si B est égal à moins 4, alors 8 plus moins 4 me donne la valeur de A. 8 plus moins 4 me donne moins 4. 8 plus moins 4 me donne 4. Alors la valeur de A serait de 4. A est égal à 4, B est égal à moins 4. Alors voilà déjà une façon de faire ça. Euh, L'autre façon, un petit peu plus longue, serait de prendre cette équation, de la convertir à la forme canonique, et ensuite, à partir de la forme canonique, identifier la valeur x du sommet, qui alors correspondrait à la valeur y qui est le produit minimal. Alors, on aurait pu faire ça, mais c'est une démarche un petit peu plus longue à entreprendre que tout simplement de faire ce qu'on vient de faire. Euh, En regardant la calculatrice graphique, on peut aussi mettre ceci là-dedans. Alors x carré plus 8x, qui est supposé nous donner cette valeur minimale. Je fais graphe. Ok. Alors peut-être que je vais remettre ma fenêtre. Ouais, je vais remettre ma fenêtre aux valeurs de départ. Alors, pour faire ça rapidement, au lieu de changer ça manuellement à moins 10, 10, moins 10, 10, je peux aller dans Zoom et choisir Standard. Zoom Standard, c'est le sixième. Voilà. Et alors, en fait, comme je vous l'ai dit, on constate que la valeur, l'abscisse à l'origine ici est de 0, l'abscisse à l'origine ici, elle est de moins 8. Alors, à mi-chemin, c'est moins 4. Je vais peut-être changer la valeur minimale de y pour plus voir. Alors je veux voir mieux dans le négatif. Alors je veux voir plus loin dans le négatif. Alors ma valeur de y, je vais peut-être la changer à moins 20. Voilà mon sommet. Mon sommet, comme je l'avais prédit, se passe lorsque x égale à moins 4. Eh bien regarde, lorsque x est égal à moins 4, voici la valeur de mon sommet, y est égal à moins 16. Alors, le produit est un minimum. Le produit qui est un minimum, c'est moins 16, et les deux nombres dont la différence est de 8 sont 4 et moins 4. La troisième question ici, un lot rectangulaire est délimité d'un côté par une rivière, et sur les trois côtés, trois autres côtés, par un total de 80 mètres de clôture. C'est un lot rectangulaire, ce qui veut dire que ici, si ça c'est A, et j'ai décidé de mettre ici B comme la longueur. Alors voici les deux largeurs. Alors 2A plus B, qui nous donne un total, un périmètre de 80 mètres de clôture. 2A plus B égale à 80 mètres de clôture. Trouve les dimensions pour que le lot ait la plus grande aire possible. Alors la plus grande aire possible, ça veut dire que A fois B doit me donner un aire maximal. A fois B, encore une fois, doit me donner un R maximal. Ce que j'indique ici comme étant A fois B égale Y, et je vous dis ça, alors voilà, R maximal. Voilà. Ok, alors on a nos deux équations. Alors je vais prendre la première, je vais isoler pour B, et je vais la substituer à la place de B dans la deuxième équation, pour ainsi avoir A fois, et voici la valeur de B, égale YR maximal. Lorsque je développe celle-là, j'ai alors A fois 80 qui est 80A, A fois moins 2A qui est moins 2A au carré. Encore une fois, ceci me donne Y et je cherche un R maximal. Eh bien, si Y c'est un R maximal, ça veut dire en fait que je cherche le sommet. Quelle est la valeur de A qui me donnerait la valeur de Y qui serait un sommet ou un point maximal? Et alors ce que je vais faire, alors encore une fois, différentes façons de faire ceci. Alors soit on factorise et ensuite on, on détermine les racines. Et une fois qu'on a déterminé les racines, eh bien ces racines-là, à mi-chemin entre les deux, vous allez trouver la valeur x de ton sommet. Ça, c'est une façon de faire ça. L'autre façon, euh, encore une fois, alors on peut mettre ça à la forme canonique et ensuite déterminer les valeurs ou les coordonnées du sommet en regardant l'équation canonique.
ou on peut faire ça en utilisant la calculatrice graphique. Alors encore une fois, pour sauver du temps, on va faire ça en utilisant la calculatrice graphique. Alors 80x, 80x moins 2x au carré est supposé me donner une aire de y qui est maximale. Alors je vois ma ligne qui passe ici. Alors ce que je vais faire, c'est peut-être que je vais augmenter ma fenêtre. Bah, on peut toujours essayer Zoom Fit. Alors je vais appuyer sur Zoom. Zoom Fit. Voilà, Zoom Fit. Et on peut espérer que ça va marcher. Ok, ben ça, c'est pas pire. Au moins on voit que c'est une parabole. Ce que je vais faire, c'est, je vais peut-être aller dans Windows. Et disons que je veux voir plus ici dans le positif et je veux voir plus dans le positif vertical. Alors je veux voir plus en haut et à droite. Ça veut dire que je vais changer mon Y maximum à disons 1000 et je veux voir plus à droite. Ça veut dire que je change mon X maximum à 100 par exemple. Et voilà. Alors là déjà je peux très bien voir la parabole. Voici le point maximal. La valeur y de ce point maximal, souvenez-vous, ça représente l'aire maximale, et alors je cherche la valeur de a qui lui correspond. Second trace, on va déterminer les coordonnées du sommet, qui sont un maximum. J'amène ma souris de manière à ce qu'elle soit à gauche du sommet, j'appuie Enter. Je bouge vers la droite de manière à dépasser le sommet et à être maintenant à droite du point du sommet. J'appuie Enter une deuxième fois, Enter une troisième fois. Et voilà. L'aire maximale que l'on peut atteindre avec cette clôture de 80 mètres de longueur est de 800 mètres carrés. Et la valeur de A, qui ferait de sorte que ce point maximal serait atteint, est de 20. Ça veut dire, ici on a 20, ici on a 20, et lorsque A est égal à 20, ben alors 2 fois 20 nous donne 40, 40 plus B nous donne 80, qui veut dire que la valeur de B, c'est 40. Et voilà, 40, une longueur de 40 et une largeur de 20 ferait de sorte qu'on ait une aire maximale de 800 mètres carrés. On regarde les prochains exemples. Alors, un parc d'attractions a un frais d'admission de 8 dollars et reçoit une moyenne de 2000 visiteurs par jour. Une enquête montre que pour chaque augmentation de 1 dollar pour l'admission, 100 personnes de moins viendront visiter le parc. Écris une équation pour exprimer le revenu en termes de l'augmentation du prix. Bon, le revenu d'un parc comme ça, ce serait bien sûr évidemment le frais d'admission fois multiplié par le nombre de visiteurs. Par exemple, chaque visiteur paye 8 dollars. Alors 8 dollars fois le nombre de visiteurs nous donne le revenu du parc. Mais par contre, ici on te dit que pour chaque augmentation de 1 dollar, on va avoir 100 personnes de moins qui vont venir visiter le parc. Alors, cette augmentation de 1 dollar, je vais l'exprimer comme étant 8 plus 1 fois x, où x représente le nombre d'augmentations. Parce que le nombre d'augmentations fois la largeur de l'augmentation, qui dans ce cas-ci c'est 1, nous donne alors la nouvelle valeur du billet. Alors par exemple, si on décide de faire 3 augmentations de 1 dollar, 3 augmentations de 1 dollar, 3 fois 1, c'est 3, 8 plus 3, 11. Ça veut dire que le nouveau billet, le frais d'admission, coûterait 11 dollars. Mais ensuite, pour chaque augmentation qu'il y a, il va y avoir 100 personnes de moins qui vont venir visiter le parc. Alors ça on va l'exprimer comme étant 2000 moins 100 fois le nombre d'augmentations. Parce qu'encore une fois, le nombre d'augmentations, ici, va faire de sorte que 100 personnes de moins vont venir. Alors par exemple, avec l'exemple précédent, quand je vous ai dit que on avait fait 3 augmentations. On avait fait 3 augmentations de 1 dollar, ce qui nous avait donné alors 8 plus 3,
qui nous avait donné un billet de 11 dollars par personne, un frais d'admission de 11 dollars par personne. Eh bien, ces trois augmentations feraient de sorte qu'il va y avoir que 1700 personnes qui vont venir. Car 2000 moins 100 fois 3, 3 étant le nombre d'augmentations, 100 fois 3 c'est 300, 2000 moins 300, 1700. Et alors voilà, c'est comme ça que ça marche. Alors voici mon équation qui me donne ce revenu. Quel est le revenu maximal? Quel est le revenu maximal? Alors là, je vous ai déjà parlé dans les trois exemples précédents des différentes façons que l'on peut utiliser pour résoudre ces équations-là. Alors, on avait parlé de la factorisation, on avait parlé de convertir la forme générale, déterminer les racines, et ensuite déterminer le point à mi-chemin entre les racines, qui serait l'axe de symétrie, qui est la valeur x du sommet. On avait parlé de ça. On avait peut-être parlé d'arriver à la forme générale et ensuite de convertir à la forme canonique. Alors tout ça, on en a parlé, je vous ai fait des exemples. Si tout ce que je viens de vous dire, vous l'avez oublié, écoutez, il n'y a qu'à aller regarder les vidéos avant celle-ci, où j'explique en détail comment faire toutes ces choses-là. Mais là, alors, pour ceci, ce qu'on va faire, on va utiliser la calculatrice. On s'attend à ce qu'il y ait un revenu maximal, ça veut dire que notre sommet va être un point maximal, et il faut alors déterminer la valeur de x qui correspond à ce revenu maximal. Parce que, encore une fois, le revenu maximal, ça c'était la valeur y, et bien la valeur de x, c'est le nombre d'augmentations de 1 dollar. Alors, je vais dans ma calculatrice, et je mets cette nouvelle équation. 8 plus x et 2000 moins 100x. J'appuie sur le bouton Graph. Alors, je vois que j'ai quelque chose qui se passe ici et quelque chose qui se passe là. Alors, les abscisses à l'origine, on dirait que j'ai une parabole en haut. Alors, en fait, je veux voir encore plus verticalement, vers le haut. Alors, je vais aller à mon y maximum qui était déjà à 1000. Je vais peut-être augmenter ça à 10 000. Et clairement, ça n'a pas suffi. Alors je vais augmenter ça à 20 000. Et voilà. Là, je peux voir mon sommet. Il se trouve ici. Ça, c'est le revenu maximal. Alors je veux la valeur de x qui me donne ce revenu maximal. Je fais second trace. Je vais à maximum pour déterminer ce point maximal. Alors, ici, ça me dit leftbound 45 et moins 132 500. Alors 45 et moins 132 500. Alors on dirait que ma souris, elle serait peut-être quelque part par là, en bas. Alors je vais aller vers la gauche jusqu'à ce que je puisse la voir. Ah, la voilà. Alors je monte, je monte, je monte. Et voilà, je descends. Alors là, je revois ma souris. Alors je vais l'amener à un point qui se trouve à gauche du sommet. Ça, c'est un point à gauche du sommet. J'appuie Enter et je vais vers la droite jusqu'à ce que ma souris monte et ensuite redescende pour qu'elle soit maintenant à droite du sommet. Voilà, là c'est un point à droite du sommet. Enter une deuxième fois, Enter une troisième fois. X égale 6. Ça veut dire que lorsqu'on a 6 augmentations de 1 dollar, la valeur maximale, ça veut dire le revenu maximal, serait de 19 600 dollars. Alors, on peut obtenir ce revenu maximal de 19 600 dollars si on décide d'augmenter le prix euh, le nombre d'augmentations de 1 dollar de 6 fois. Ça veut dire qu'on va augmenter le prix du billet par 6 dollars. Et en fait, voilà, je viens de répondre à la prochaine question. Quel frais d'admission donne le maximum de revenus? Eh bien, si on a 6 augmentations de 1 dollar, 8 plus 6 nous donne 14. Combien de visiteurs donnerait un maximum de revenus? Alors ça veut dire combien de personnes viendraient lorsqu'on a augmenté le prix du billet 6 fois. Eh bien ça c'est le nombre, ça c'est la partie de l'équation qui montre le nombre de gens qui vont venir. Alors 2000 moins 100 fois 6, 100 fois 6 c'est 600, 2000 moins 600 nous donne 1400 personnes. Alors voilà, ça c'était le numéro 4. Le numéro 5.
Une balle est lancée en l'air d'un balcon, du haut d'un balcon, et tombe vers le sol. La hauteur en mètres de la balle par rapport au sol après t secondes, euh, après t, après t secondes. Ok, alors là clairement il va falloir que je corrige mes notes, mais après t secondes, après qu'elle soit jetée, voici l'équation qui la modélise. Alors trouver la hauteur maximale au-dessus du sol. Trouver la hauteur maximale au-dessus du sol. Mais lorsqu'on regarde cette équation, elle est déjà de la forme canonique. Alors en fait, j'ai même pas besoin d'aller utiliser ma calculatrice graphique. La réponse, elle est là. Les coordonnées du sommet sont 1, 40. 1, 40. Où 1, c'est le temps, et h, 40, serait la hauteur maximale. Alors voilà, j'avais même pas besoin d'aller chercher ma calculatrice graphique pour ça. J'avais déjà l'équation de la forme canonique et on avait vu que P, Q, ça c'est les coordonnées du sommet. Alors 1 et 40 sont les coordonnées du sommet qui nous permettraient alors d'avoir une hauteur maximale de 40 lorsque le temps est 1. Trouver la hauteur maximale, la réponse ici c'est 40. Combien de temps est-ce que ça prend pour atteindre sa hauteur maximale? 1. Voilà, on vient tout juste d'en parler. Après combien de secondes est-ce que la balle touche le sol? Ça veut dire qu'après combien de secondes est-ce que la balle retombe-t-elle ou entre-t-elle en contact avec le sol? Lorsqu'elle entre en contact avec le sol, ça veut dire que ceci est égal à 0. La hauteur est égale à 0. Alors, pour résoudre ce genre de question, alors déjà, elle est sous la forme canonique. Alors, lorsque h est égal à 0, on peut déterminer les racines de cette équation à partir de la forme canonique. Souvenez-vous, on avait vu ça dans la vidéo précédente. On soustrait le 40. Ensuite, on divise par moins 5. Alors, en fait, on est en train d'essayer d'isoler pour ce t-1. Alors, lorsqu'on soustrait par 40, on divise par moins 5. On a 8 égale à t-1 exposant 2. On fait la racine carrée de 8, mais souvenez-vous, cette réponse va être plus racine carrée de 8 et moins racine carrée de 8. Alors il faut évaluer dans les deux cas. Il faut évaluer la valeur de t dans le cas où la réponse était racine carrée de 8 et dans le cas où la réponse était moins racine carrée de 8. Et lorsqu'on fait ceci alors, ici on isole pour t, t est égal à la racine carrée de 8 plus 1, ce qui nous donne une réponse positive pour le temps, 3,8 de 8, ou moins racine carrée de 8 égale à t moins 1, ce qui veut dire moins racine carrée de 8 plus 1, ce qui nous donne une réponse négative. Et encore une fois, on pense à cette situation, est-ce qu'il est possible d'avoir un temps qui est négatif? La réponse est non, alors on ignore cette réponse, voici la bonne réponse, 3,8 de 8. Si on met ça dans la calculatrice graphique, si on met cette équation, on va trouver qu'on a deux racines, cette première racine et cette deuxième racine. Cette première racine n'a aucun sens encore une fois parce que c'est un temps négatif et cette deuxième racine serait alors la réponse. Quelle est la hauteur du balcon au-dessus du sol? Alors encore une fois, il faut savoir traduire ce genre de question. Quelle est la hauteur du balcon au-dessus du sol? On te donne quelque chose ici. On te donne le point de départ. On te dit quelle est la hauteur du balcon au-dessus du sol. Et en fait, la balle, on l'a jetée. On l'a jetée du haut du balcon. La balle, on l'a jetée du haut du balcon lorsque le temps était 0. Lorsque le temps initial est 0, quelle est la hauteur du balcon? Alors, de quelle hauteur la balle a-t-elle été jetée? C'est lorsque temps égale 0. On substitue 0 dans l'équation. On résout. Moins 1 exposant 2, c'est 1. 1 fois moins 5 nous donne moins 5. Moins 5 plus 40, 35. Alors en fait, le balcon se trouvait à une hauteur de 35. Alors cette balle a une hauteur de 35. Elle monte. Elle atteint une hauteur maximale de 40 après un temps de 1 seconde. Et elle redescend et elle retombe au sol. Elle atteint le sol après 3,828 secondes. Voilà. Et finalement, la dernière question
la dernière question de toute l'unité. Ouais. Alors la dernière question de toute l'unité. euh, un frisbee est jeté vers le haut dans l'air à partir d'une position de 2 mètres au-dessus du sol. Alors là, on te donne l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine est de 2 mètres. Ici, dans la question précédente, l'ordonnée à l'origine, elle était de 35 mètres, lorsque t était égal à 0. La hauteur h en mètres après t secondes, etc., etc. Alors voici notre équation, qui n'est pas très jolie, parce que en fait on n'a pas mis le terme avec le degré le plus grand au départ. Alors ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai réarrangé mon équation, moins 2t au carré plus 6t plus 2, voilà. Et là on te dit, quelle est la hauteur maximale du frisbee? Quelle est la hauteur maximale du frisbee? Deux choses à faire. Non, deux choses. On en a parlé, il y a plusieurs choses à faire. Je prends ça, ah oui, je peux factoriser cette équation. Je peux factoriser cette équation, déterminer les racines. Une fois que j'ai déterminé les racines, je sais que le sommet va se passer à mi-chemin entre ces racines-là. Et alors, j'ai la valeur de t qui correspond à ceci. Je prends cette valeur de t, je la substitue dans l'équation pour déterminer la hauteur à laquelle qui correspond à cette valeur de t. Première façon. Deuxième façon, je prends cette équation-là, je la mets en forme canonique, et lorsque je l'ai mise en forme canonique, eh bien là, je peux tout simplement lire de la forme canonique. Alors je vais compléter le carré pour la mettre en forme canonique, et une fois qu'elle est en forme canonique, je peux tout simplement lire les coordonnées du sommet à partir de cette forme canonique. Okay. Alors encore une fois, beaucoup de façons, de différentes façons de résoudre ça. Faut tout simplement faire celle qui vous semble la plus évidente. Alors voilà. Ben, sachez par contre que lorsqu'il y a un examen et que je vous demande de montrer vos démarches et de résoudre algébriquement, là il va falloir choisir une des méthodes que je vous ai présentées. Euh, mais par contre, là, dans cet exemple-ci, on va tout simplement le faire avec la calculatrice graphique. Alors, on sort la calculatrice, y égale, je change l'équation, moins 2x carré plus 6x, moins 2x carré plus 6x plus 2. J'appuie graph. Alors oui, ma fenêtre va falloir remettre tout ça à zoom standard. J'ai appuyé sur le bouton zoom, je retourne à zoom standard. Alors voilà, très bien. Quelle est la hauteur maximale du frisbee? Alors je cherche le sommet. Second trace, je vais à maximum. Voici un point à gauche du sommet. Voici un point à droite du sommet. Enter une deuxième et une troisième fois. Et mon sommet, c'est une hauteur maximale de 6.5 pour une valeur x de 1.5. Alors un maximum à 1.5, 6.5. Combien de temps est-ce que ça prend pour atteindre le sol? Combien de temps est-ce que ça prend pour atteindre le sol? Ok. Alors en fait, ici, je pense que ce qui se serait passé, c'est que, oui, oui, en fait, dans désolé, je reviens ici dans A. Je vous avais dit qu'on allait pouvoir factoriser ça et déterminer les valeurs des racines. Mais en fait, en essayant de factoriser ça, je pense qu'on se serait rendu compte que c'est une équation qu'on ne peut pas factoriser. Parce que les racines, ce sont des nombres décimaux. Alors en fait, on aurait dû utiliser la formule quadratique. Et en fait, c'est ce que je vous fais ici. On utilise la formule quadratique pour résoudre, pour déterminer quand est-ce que la balle retombe, ou le frisbee, quand est-ce qu'il retombe au sol, en utilisant l'équation quadratique. La voilà. Je ne vais pas parler de comment on a fait cette équation, j'en ai parlé dans plusieurs fois, à plusieurs reprises dans les vidéos précédentes. Mais alors, j'obtiens une valeur de x qui est négative et une valeur de x qui est positive. Alors en fait, j'ai deux racines. J'ai moins 0.303, ce qui n'a aucun sens, car le temps, encore une fois, ne peut pas être négatif. Ignorez cette réponse négative. Et ensuite, je regarde cette deuxième réponse qui est positive, et c'est celle-là qui a du sens. Je peux vérifier cette réponse-là que j'ai obtenue à partir de la formule quadratique en faisant second trace et en choisissant 2, 0 pour ensuite déterminer cette racine. Voici un point qui se trouve à gauche de l'abscisse. Voici un point qui se trouve à droite de l'abscisse. Enter une deuxième fois.
Enter une troisième fois. Et voilà, effectivement, 3.303 serait l'ordonnée à l'origine ici, que l'on a obtenu en utilisant la formule quadratique. C. Si le frisbee a été attrapé à 2 mètres au-dessus du sol, combien de temps a-t-il été dans l'air? Si le frisbee a été attrapé à 2 mètres au-dessus du sol, combien de temps a-t-il été dans l'air? Eh bien, on sait que le frisbee, il a quitté de 2 mètres au-dessus du sol. Et là, lorsque le temps est 0, lorsque le temps est 0, la hauteur initiale était de 2 mètres. Mais là, on te demande si le frisbee a été attrapé à 2 mètres au-dessus du sol, combien de temps a-t-il été dans l'air? Ça veut dire lorsque h est égal à 2, lorsque la hauteur est égale à 2, résoudre pour l'équation, pour les valeurs de t qui font de sorte que h est égal à 2. Et bien, lorsque h est égal à 2, alors on va soustraire 2 de chaque côté. On a ainsi moins 2t au carré plus 6t égale à 0, que l'on factorise ensuite, moins 2t, et ensuite t moins 3. Eh bien, ceci est égal à 0 lorsque ce premier facteur est égal à 0, ainsi lorsque t est égal à 0, ou lorsque ce deuxième facteur est égal à 0, ainsi lorsque t est égal à 3. Alors, l'objet, le frisbee, il a été jeté à un temps de 0, il était initialement à une hauteur de 2. Il monte et il redescend à cette hauteur de 2 mètres après 3 secondes. Ça veut dire en fait, il a passé 3 secondes dans l'air. 3 secondes dans l'air s'il a été attrapé à 2 mètres au-dessus du sol. Comme on l'avait vu dans la question précédente, en fait on sait qu'il a vraiment passé 3.30 secondes dans l'air si on lui donne le temps de tomber au sol. Mais si on décide de l'attraper à une hauteur de 2 mètres, ça veut dire qu'il a passé 3 secondes dans l'air. Cette hauteur de 2 mètres, on peut aussi utiliser la calculatrice graphique. On peut mettre la ligne horizontale y égale à 2, comme la deuxième équation. Et ensuite, on peut déterminer les points d'intersection ici et ici. Alors, le premier point d'intersection, ça, on sait que ça, c'était 0,2. Comment on le savait? Parce qu'on avait déjà vu ici, un frisbee est jeté vers le haut dans l'air à partir d'une position de 2 mètres au-dessus du sol. Alors, en fait, on sait que l'ordonnée à l'origine, elle est 0, 2. Alors, moi, je suis bien plus intéressé par ce deuxième point d'intersection ici. Second trace, je choisis 5 intersect. J'amène ma souris de manière à ce qu'elle soit le plus rapprochée possible de ce point d'intersection. Et finalement, j'appuie Enter 3 fois. 1, 2, 3. Et alors, j'ai le point d'intersection à une valeur de x de 3 pour une valeur de y de 2. Et voilà, en fait, alors l'objet, il a passé 3 secondes dans l'air. Parce que ce point-là était 0, et ce point-là, il est 0,2 et ce point-là, il est 3,2. Alors, un total de 3 secondes à une hauteur au-dessus de 2 mètres. Et voilà ce qui conclut l'unité des équations et des fonctions quadratiques. Je vous mets alors un petit devoir. Alors, ce sont les pages qui, ici, dans votre livret. Je vais peut-être prendre un petit peu de temps pour m'arrêter sur ces questions-là. Je ne vais pas en parler, mais juste pour ceux peut-être qui ne font pas partie de notre cours, mais qui voudraient s'instruire quand même par rapport à ces questions-là, prendre un petit peu de temps pour regarder ça, pas de souci. Alors voici les deux premières questions, il n'y a qu'à mettre pause à la vidéo. Voici le numéro 3, il n'y a qu'à mettre pause ici aussi. Et d'ailleurs, regardez ici, je vous dis, dorénavant, je déterminerai le sommet en convertissant à la forme canonique. Alors, compléter le carré. Alors ça, c'était vraiment pour pouvoir résoudre algébriquement. Et c'est ce que je faisais en fait. Alors, lorsque j'arrive à la forme générale, et puisque je voulais déterminer le revenu maximal, ça veut dire le sommet, je choisissais plutôt de prendre ça et de le convertir à la forme canonique. Et voici ma forme canonique finale. Alors, lorsque x est égal à 4, y nous donne ce revenu maximal. Ok, je mets pause ici. Ok, vous pouvez mettre pause ici aussi. Voici le numéro 6.
Et voilà. Alors ça, c'était le devoir qu'il y avait à faire avec ce thème que l'on vient de voir ici. Euh, c'est ça. Alors ça, c'était les problèmes de mots avec des maximums et des minimums. Je réalise en fait... est-ce que ici, je me suis arrêté? Attendez, résolution des problèmes. Ah oui, ça, c'était des exemples où vous avez un devoir dans votre manuel. Voilà, très bien. Eh bien, voilà, c'est la fin de l'enseignement de l'unité des équations quadratiques. Je vous remercie si vous avez suivi tout cet enseignement de A à Z. J'espère que ceci vous a été utile. Euh, je m'appelle Salah Ahmed. Je suis enseignant à l'école Ross Shepherd High School à Edmonton, Alberta. Alors, je suis surtout enseignant de maths en immersion. Et je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ceci vous a été utile. Voilà. Allez, au revoir.